Et ensuite, une fois que ça s'est passé, est-ce qu'il y a un suivi? Comment ça se passe l'après? Il y a aucun suivi derrière. Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire ou pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et je vous retrouve pour la seconde partie de l'épisode avec Anaïs qui a décidé, un jour, de faire don de ses ovocytes. Acte entièrement altruiste en France, le don de gamètes n'est absolument pas dédommagé. La conséquence ? Un faible nombre de dons et des besoins toujours aussi élevés. Faut-il considérer la loi française comme hypocrite ? À partir de quel moment le parent social est-il supérieur au parent génétique ? Je vous laisse découvrir la seconde partie de notre échange. Bonne écoute. C'est-à-dire que tu n'as même pas connaissance de ce que ça a donné? Est-ce que c'est arrivé chez quelqu'un? Enfin, est-ce que ça a aidé des parents? Enfin, tu n'as aucune idée après de ce qui a pu se passer? Après la ponction, dans la chambre, le médecin est venu. Voilà, on m'a pris mes constantes, on s'est assuré que j'avais pas de grosses douleurs, et que tout se passait bien. Et surtout là, ils m'ont dit, qu'ils avaient réussi à prélever, 28 ovocytes, donc ce qui était, vraiment beaucoup, ils m'ont dit. Alors ça, je pense que voilà, ils sont forcément tenus au secret médical et comme c'est anonyme, mais bon voilà, j'étais une petite curieuse, donc je leur ai demandé si voilà, ça allait profiter, à des femmes, tout de suite, et il m'a dit qu'il y avait déjà des femmes qui avaient été inséminées. Donc 4 heures après ma ponction. C'est chouette, ça c'est quand même, ça doit faire plaisir. Après, le truc c'est que même si jamais il y a eu une injection d'ovocytes chez quelqu'un, là encore, on n'a pas la certitude que l'embryon s'accrochera, mais bon. Je sais que d'après ses mots, plusieurs femmes en ont bénéficié et le jour même en fait. Et ça, c'était le tout début décembre. Donc c'est rigolo parce que bah après il y a eu la période de Noël et je me suis dit que potentiellement peut-être qu'il y avait certaines femmes pour lesquelles ça avait marché, qu'elles avaient fait le test et qu'elles avaient eu un chouette cadeau de Noël. J'imagine plusieurs années après avoir attendu comme ça. Et rien que cette idée-là, moi, enfin, ça me rendait hyper heureuse, quoi. Ouais. Alors, il y a un truc qui m'a choquée quand j'ai fait quelques recherches, c'est qu'en fait, pour donner ces ovocytes, il faut avoir l'accord du conjoint ou du compagnon. C'est fou, ça. Et que le don de sperme, c'est pareil. Alors ça, vraiment, je tiens à le dire parce que ça m'a choquée à un point, mais je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi, en fait? Enfin, quel est le truc qu'il y a derrière, en fait? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du consentement de son conjoint pour pouvoir donner quelque chose qui nous appartient? Et je me dis, il y a quelque chose au niveau législatif, là. Alors, il y a sûrement des raisons, mais j'ai du mal à comprendre et je me dis quelque part, ça enferme enfin, ça, comment dire? Ça enferme la femme dans une position finalement de dépendance à l'aval de son compagnon. C'est ça. Moi, ça m'a révoltée. Je leur ai même posé la question plusieurs fois. Je comprenais pas pourquoi ils me demandaient ça. Je faisais une démarche personnelle, je me présentais, seule. Qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire, que je sois accompagnée dans ma vie? Je trouvais même que c'était une intrusion dans ma vie personnelle, en fait. C'est ça? Ouais. Comme si j'étais pas en mesure de décider, par moi-même, cet acte-là, de le faire ou pas. Ouais. Qu'on me demande si j'avais déjà un enfant, je le comprenais parce que ça avait une influence, voilà, médicalement, mais ils ont pas enfin, ça n'a pas d'impact, le fait que je sois en couple ou pas. Et alors, est-ce qu'on t'a proposé de conserver des ovocytes pour plus tard ou pas? Je pouvais pas, ayant déjà eu un enfant, la loi ne prévoit pas que les donneuses, qui aient déjà eu des enfants, puissent conserver, des ovocytes, ce que je trouve dommage. C'est vrai, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as eu un enfant que tu vas pas galérer à en avoir un autre plus tard, quoi. C'est ça, d'ailleurs, c'était une de mes inquiétudes, enfin, c'est même le seul frein que j'ai eu, c'était, de m'assurer que, voilà, ce protocole qui est quand même, lourd en termes d'hormones, n'allait pas, me créer des difficultés, pour avoir potentiellement un deuxième enfant. Ils m'ont rassurée là-dessus, mais Alors, j'ai cru comprendre, enfin, quand je suis allée un petit peu sur internet pour fouiller un peu le sujet, la démarche du don est quand même de plus en plus encouragée. Preuve en est, c'est qu'on manque cruellement de dons d'ovocytes en France et de sperme aussi. Mais finalement, peu de femmes franchissent le pas, en tout cas en France. Est-ce que pendant ta démarche, tu as rencontré d'autres femmes, d'autres profils de personnes
qui étaient comme toi des donneuses? Malheureusement, j'ai pas rencontré de femmes. C'était très aseptisé, en fait. On est accueillis dans un service, les salles d'attente, c'est les mêmes, en fait, pour, les donneurs, de gamètes et les couples qui sont en parcours de PMA et ça, c'est très étrange parce que, du coup, moi, j'aurais bien eu envie d'entamer, des discussions et de faire connaissance, mais je savais pas, tu vois, si c'était des Ouais. donneuses ou si c'était des femmes qui étaient en attente de gamètes ou même qui étaient en parcours de PMA. Ça fait un peu genre, protocole secret, comme si c'était quelque chose qui se dit pas, on n'en parle pas, on a besoin, mais on fait peu de pas de publicité, mais finalement, même si c'est, quelque chose qui manque en France, il y a assez peu de communication en la matière, je trouve. C'est fou parce que les besoins sont énormes. Je pense que c'est faire aussi appel, un peu comme le don, de sang ou d'organes, faire appel à ce qu'il y a le plus profond en nous, quoi, l'altruisme, la générosité et en même temps, c'est fait dans un secret le plus total, c'est hyper, aseptisé le parcours. C'est que les personnes qu'on a en face de nous, elles sont très bienveillantes, très chaleureuses, mais c'est très individualisé, en fait. Est-ce que tu t'es sentie seule, pendant ce parcours? Parce que c'était quand même finalement très, protocolaire, les injections, les machins, enfin, tu t'es pas sentie un peu seule dans ta «bataille» entre guillemets? Alors du point de vue médical et accompagnement, je te dis, j'ai trouvé ça très aseptisé et très informel sur ces aspects-là et en même temps, j'avais des sages-femmes qui étaient, plus que passionnées par ce qu'elles faisaient et elles avaient vraiment le sentiment d'être utiles et elles étaient très bienveillantes, très chaleureuses. À côté, personne autour de moi, ne connaissait, le don, de gamètes. Tout le monde m'encourageait, j'étais très soutenue par mes amis, ma famille, mon compagnon, voilà, tout le monde trouvait que c'était une chouette démarche. Mais je pense en fait que si on le fait, faut que ce soit une démarche profonde quoi, qu'on soit vraiment animé par ça parce que faut quand même avoir une motivation, en béton, quoi. Bah, tu vois, autant le don du sang, on en entend régulièrement parler parce qu'il y a des appels à du don, autant les dons de gamètes, je crois pas me souvenir d'avoir déjà vu des communications en la matière. Bah, j'étais étonnée moi aussi de ce sujet-là parce que les documentations que j'ai trouvées, elles sont accessibles sur, le site de la biomédecine ou les CHU, mais même sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est des groupes qui créent des toutes petites communautés autour des donneurs ou, autour des couples pour la PMA. Au-delà de ça, il se passe rien. Il y a juste un compte qui vient d'être créé par, un peu officiel par, l'agence de la biomédecine. Ils ont créé 2 comptes, je donne mes ovocytes et je donne mes spermatozoïdes, mais il y a 3 posts, c'est très, très nouveau, quoi. Comme je le disais dans mon introduction, en Espagne, le don d'ovocytes est plus démocratisé, aussi parce que les donneuses sont, alors je dirais pas rémunérées, mais disons qu'elles ont un dédommagement pour le coût, on va dire psychique et physique que ça nécessite. Est-ce que tu penses que la France est à la traîne sur ce sujet? Est-ce que tu as un avis sur ça? Est-ce que, un dédommagement, financier serait peut-être, une chose peut-être plus logique? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? J'avoue que je me suis pas mal posé de questions à ce sujet. En France, la loi dit qu'il y a 3 grands principes, le volontariat, la gratuité et l'anonymat. Moi, l'anonymat, je trouve que on en reparlera probablement après, mais je trouve que c'est, source de questionnement. Le volontariat, c'est une évidence et la gratuité, j'ai pas un avis tranché sur le sujet parce que pour moi, la motivation première, ça doit être, voilà, un geste vraiment altruiste. Je trouve que c'est un acte de générosité dénué de tout lien avec l'argent, donc c'est ce qui me fait dire non et ce qui me ferait dire oui, c'est que c'est quand même lourd. On est indemnisé, attention, on a une petite indemnité qui est très faible. Moi, j'étais, je dois dire, un peu déçue du montant qui couvrait à peine les frais que j'avais eus. Mmh. J'ai eu ce remboursement 5 mois après mon don. C'était bien en deçà des frais que j'avais engendrés. Mais voilà, ma motivation, elle était bien au-delà, donc la déception, elle était minime. Voilà, je pense que il faut quand même s'assurer que ça dépasse le cadre budgétaire, mais c'est quand même très lourd. Je me sors tout juste des conséquences que ça a eu physiquement. Donc oui, je pense que d'indemniser de façon plus conséquente ce serait, légitime. Après, je me questionne sur, les réelles motivations qu'il y aurait derrière pour les donneurs, quoi. Dans l'absolu, on peut se dire, ben, peu importe la motivation, si ça permet d'avoir des ovocytes disponibles pour des personnes qui en ont besoin, pourquoi est-ce que la France est dans cette espèce de paradoxe, d'hypocrisie un petit peu,
de dire bah donnez, 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 mais en plus de ça, on vous dédommage pas. En même temps, on peut aussi se dire ouais, mais quelque part financiariser, on va dire, le fait de donner des gamètes, est-ce que c'est éthique? Là encore, c'est des questions assez compliquées, je trouve. Quand on voit que dans un autre pays où il y a un dédommagement financier et que c'est quand même limité en nombre de fois maximum par femme, ben en attendant, ils ont quand même vachement plus de donneuses. Donc quelque part, est-ce que ça serait pas logique de s'aligner sur une loi qui dans un pays marche bien parce que du coup il y a plus de donneuses et en même temps elles sont limitées, on va dire, dans le nombre de fois où elles peuvent donner. Quelque part, ça serait intéressant de faire évoluer cette loi parce que, enfin, voilà, ça c'est après mon petit, enfin comment dire, mon regard de juriste parce que j'ai un master en droit qui regarde ça d'un œil un peu circonspect. C'est de me dire, d'un côté, tu as la balance, l'éthique qui dit on ne peut pas mettre de l'argent sur un produit du corps humain, mais de l'autre, tu as le côté on a besoin de gamètes, on a besoin d'ovocytes. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas de l'argent dans le dédommagement de ces femmes qui donnent? Parce que ça a quand même un coût physique et psychique qui n'est pas des moindres. Et tu as même dit que tu avais des conséquences physiques longtemps après. Quelles ont été ces conséquences-là? Alors les conséquences, je pense que j'ai mis 2-3 cycles réellement à évacuer, ce «trop-plein» entre guillemets, d'hormones, qui restaient dans le corps. C'est un peu des symptômes qu'on peut avoir quand on est enceinte, et qu'on a ces grosses doses d'hormones les 3 premiers mois. C'est des douleurs dans le bas du ventre, des gonflements aussi au niveau du ventre. J'ai surtout eu mal au dos, en fait. Très bizarre parce que c'est pas courant. Quand, j'étais enceinte, j'avais les ligaments du bas, du dos et autour de la zone pelvienne qui étaient très souples, dû à ce surplus d'hormones. J'avais souvent la colonne vertébrale qui se baladait un peu et là, ça m'a fait les mêmes symptômes, sauf que ça perdure, longtemps après, en fait. Mmh. Et j'ai aussi eu une tension, en fait, sur le sein gauche. Donc comme on nous encourage à nous faire des palpations pour, tous les risques de cancer du sein, j'ai tout de suite consulté. Ils m'ont dit que c'était probablement rien, mais j'ai quand même fait un examen, une échographie, en fait, mammaire, et on m'a dit que c'était, un espèce de kyste hormonal. Mais j'ai flippé en attendant d'avoir, cette échographie. Et si on m'avait dit, comme quand tu achètes un médicament, on te donne une notice avec les potentiels risques et symptômes qui peuvent apparaître, au moins tu es prévenu. Là, moi, on m'avait rien dit de tout ça. Mais tu vois, en plus de ça, on peut se dire, bon, toi, tu as eu des effets secondaires sur le long terme qui n'ont pas été trop handicapants, mais il y a, si ça se trouve, des femmes qui se retrouvent avec des effets secondaires qui les empêchent peut-être de bien travailler au travail. Enfin, et c'est là qu'on peut se poser la question du dédommagement, où on se dit, non, mais attends, si ça a des effets secondaires à ce point, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à faire. J'ouvre le débat, je serais intéressée de savoir s'il y a des personnes qui nous écoutent qui auront un avis sur le sujet, parce que je trouve que ça serait peut-être cohérent de changer la loi. Et concernant l'anonymat, il y a un point qui m'interroge. Je me dis, bon, ben, tu vois, tu as donné tes ovocytes. Ces ovocytes-là, ils ont probablement donné naissance à des enfants qui sont pour moitié toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui te dit que bah, tu les connaîtras jamais et pourtant, c'est quelque part tes enfants, en fait? Tu as peut-être des enfants, mais tu sais pas où. Alors en fait, moi, c'est l'anonymat. Je m'étais posé cette question. Je savais qu'il y avait un projet de loi qui était, voilà, en cours de réflexion. L'anonymat, pour moi, ça n'a pas été une garantie qui a pesé dans la balance pour donner mes ovocytes. Je me suis préparée à la possibilité que ce ne serait plus anonyme et ça m'a jamais dérangée. Ce que j'aime dans le don d'ovocytes, enfin, c'est non seulement qu'il y ait un des 2 parents qui ait un lien génétique avec, l'enfant qui naît de ce don. La maman, à défaut d'avoir un lien génétique, elle porte l'enfant et on crée forcément du lien en portant l'enfant. Et à côté de ça, la possibilité à ses 18 ans, si le projet de loi passe, de pouvoir accès soit de manière anonyme aux cariotypes, aux éventuelles maladies que le donneur, a déclarées pour que si jamais il y a un souci, parce que c'est ça aussi, c'est que s'il y a un souci, de maladie chez l'enfant, au moins par le don, si je découvre une maladie chez moi ou chez mon fils, je suis en devoir d'en informer le CHU qui lui en informera les enfants, enfin la famille des enfants qui sont potentiellement nés de mes dons. Donc il y a un vrai suivi et ça c'est franchement très important à mes yeux. À partir de ses 18 ans, l'enfant né de dons d'ovocytes, il peut potentiellement, rentrer en contact en fait avec, le donneur ou la donneuse, poser des questions, s'il en a besoin. Et quand on voit, les gens qui ont été adoptés, ce besoin presque viscéral de connaître leurs origines,
Pas pour créer forcément un lien avec la personne. Ils savent très bien qui sont leurs vrais parents, c'est ceux qui les ont élevés. Mais savoir du moins d'où on vient, je pense que c'est très important et le don répond aussi à ces questions-là si l'anonymat est levé. Moi, ça n'a jamais été gênant, d'autant plus que j'ai jamais considéré que j'avais un lien de parenté quelconque avec les enfants qui naîtront de mes dons. Pour moi, aujourd'hui, j'ai un seul enfant, c'est mon fils. J'ai ce lien génétique avec ces enfants, mais pour moi, ça s'arrête là, en fait. Ça va pas au-delà. J'ai vraiment pas le sentiment d'avoir un quelque lien de parentalité avec ces enfants-là parce que c'est juste génétique, au même titre que ça va peut-être choquer certaines personnes, mais au même titre que si demain je décide de donner mon sang ou même de donner un de mes organes, un rein par exemple, je serai en droit de rien du tout auprès de la personne qui aura bénéficié de ce don. J'aurai pas de lien au-delà en fait. Donc Après, il y a toujours cette question de l'enfant, si lui un jour se dit, mais en fait, j'ai envie de savoir qui est ma mère biologique, tu te sentirais prête à ouvrir la porte à cet enfant? bien sûr, avec grand plaisir. Je suis fière de l'acte que j'ai fait. Je suis fière qu'il y ait des possibilités aujourd'hui, et grâce au progrès de la médecine, de faire naître des enfants issus de dons. Et je pense que pour un enfant, ce qui est le plus important, c'est d'avoir été entouré d'amour. La persévérance dont font preuve ces couples, je doute pas que ce soit des gens très bien qui vont donner beaucoup d'amour à ces enfants. Et si un jour un enfant frappe à ma porte et cherche à savoir d'où il vient, je comprends la démarche, mais à 1000%. Et je suis prête à accueillir, à répondre aux questions. S'il y a un lien qui doit se créer, il se créera avec grand plaisir. S'il y en a pas, et ben c'est pas grave aussi. Je suis complètement ouverte en fait et je suis très à l'aise avec l'idée. Mais je sais aujourd'hui que j'ai qu'un seul enfant, vraiment. Alors du coup, de cette période, de cette démarche, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu as appris des choses sur toi? Est-ce qu'il y a des leçons que tu as pu tirer de cette expérience? Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, de manière très humble, j'en ressors avec beaucoup de fierté d'avoir fait un geste altruiste. Il y a toujours des causes qui nous révoltent, des sujets qui nous interpellent et voilà, le passage à l'action concerne finalement peu de personnes. En tout cas, voilà, je suis fière d'avoir fait un geste altruiste. À part de la fierté, j'ai rien gagné concrètement, mais de savoir que ça a donné du bonheur à des gens que je connais pas et que voilà, on s'est entraidé entre femmes, cette idée me plaît beaucoup. Puis voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société hyper individualiste, que c'est un peu, je vais être un peu dure dans mes mots, mais on est là pour ça, c'est un peu marche ou crève parfois. Voilà, cet acte-là, ça montre qu'il y a encore de l'empathie, de la générosité et de la solidarité qui sont possibles. Voilà, par des actes super concrets, aider d'autres personnes sans rien demander en échange. C'est quelque chose de super important, quoi. Je me pensais pas si persévérante que ça. Je suis quelqu'un qui est décrite par ses proches comme quelqu'un qui zappe souvent d'un hobby à l'autre, d'un projet à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, je suis très curieuse. Et là, en fait, depuis le moment où je me suis questionnée sur le sujet jusqu'au don et même jusqu'à aujourd'hui, même avec les symptômes qu'il y a eu derrière, jamais, au grand jamais, ça m'a fait douter et la motivation doit dépasser l'aspect financier. Je pense qu'il faut davantage rémunérer les donneurs et les donneuses, enfin surtout les Mmh. donneuses. Après, ça doit pas être la première motivation. C'est la seule certitude que j'ai. J'ai envie d'aborder un petit sujet avec toi, puisque ça a été, l'objet de certains épisodes précédents. Bon, bah, la parentalité, c'est un sujet qui fait débat. Si tu as écouté les épisodes, tu sais que l'éducation dite bienveillante, couvre une réalité, un peu moins brillante avec, des injonctions à la parentalité idéale, le côté mère sacrificielle, des méthodes clés en main pour être parent, avec tout ce que ça englobe, des pseudo-coachs en parentalité, et cetera. Est-ce que tu as une opinion sur, ce courant qui se veut bienveillant? Et est-ce que tu en as été, plus ou moins victime? Je me suis pas mal intéressée à ces courants d'éducation bienveillante, les méthodes Montessori, les enseignements Catherine Guégan, quand j'étais enceinte, parce que je voulais faire tout parfaitement. Voilà, je voulais ça me rassurait en fait de me documenter au maximum. J'ai projeté du coup un idéal maternel et un idéal d'éducation que je pensais être un espèce de cocon rassurant pour le moment où j'allais réellement devenir maman. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait mis des barrières et ça m'avait mis une pression énorme. Ouais. Je dis souvent, avant j'avais des principes et maintenant en fait j'ai un enfant et j'ai un enfant, une personnalité que je pouvais pas prévoir, des attitudes auxquelles je pouvais pas m'être préparée et en fait je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, j'essaye un peu de prendre du recul sur tout ça.
Il y a des choses que j'ai gardées, d'autres que j'ai pas gardées parce que j'en suis pas capable. Je me dis que je fais avec mes émotions. J'essaye moi-même déjà de gérer mes émotions. Mon fils, c'est un petit garçon très émotif, empathique et qui a du mal, comme beaucoup d'enfants à cet âge-là, hein, à 2 ans et demi, à gérer sa colère. Et je suis une adulte qui a mis beaucoup de temps à apprendre à gérer ça et j'ai encore du mal à le faire. Donc ça réveille en moi des difficultés à gérer ses émotions et ça m'arrive de crier. Ça m'est arrivé et j'en suis pas fière, mais voilà, je vais le dire. Et si ça peut décomplexer des parents, j'ai donné des fessées. Et voilà, et je me suis remise en question. Je me demande si clairement ça a fait avancer les choses avec mon fils, et bien souvent c'est pas le cas. Donc j'essaie de trouver d'autres méthodes, mais je vais pas dire que j'ai employé toujours les bonnes choses. J'essaye en fait d'être un peu bienveillante avec moi-même et de dire à mon fils quand j'ai fait des erreurs, je reviens vers lui et je lui dis que maman elle a pas fait ce qu'il fallait, je m'en excuse et ça en fera, je pense, un petit garçon et un adulte encore plus bienveillant et tolérant en fait. Si tu avais un message à transmettre aux femmes qui sont en train de nous écouter, quel serait-il? D'abord, je voudrais dire que la vie est super précieuse et qu'en fait, pouvoir la donner, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui considèrent que c'est acquis et en fait, c'est une super grosse responsabilité. Enfin, on prend perpète, hein, clairement. Un enfant, c'est pas jusqu'à ses 18 ans qu'il faut s'en occuper, c'est pour toute sa vie. Qu'aujourd'hui, c'est presque un couple sur 5 qui souffre d'infertilité. Donc en fait, quand on a la chance d'en avoir et facilement, il faut mesurer cette chance. Et puis, si j'ai un second message à transmettre, ce serait de et ça fait un peu écho à ce que tu disais sur la parentalité bienveillante et à toutes les injonctions qu'on nous colle sur le dos aujourd'hui. C'est en fait qu'il faut juste rester, je pense, fidèle à soi-même, en fait, de s'écouter, de pas tenir compte des injonctions sous couvert de bienveillance qui nous mettent dans un mal-être ou alors on veut tout faire parfaitement. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et c'est peut-être naïf en fait de penser ça, mais je pense que tout est possible et que si on s'autorise, on peut faire beaucoup de choses. J'ai une dernière question un peu bizarre à laquelle je viens de penser. Bon, actuellement, ça n'est pas autorisé en France. Quel est ton avis sur la gestation pour autrui? Ah là là, ça c'est pareil, Ah! c'est le fameux débat éthique et En fait, est-ce que toi, si demain c'était possible, est-ce que c'est quelque chose que tu penses pouvoir être capable de faire? C'est-à-dire de porter la vie pendant 9 mois et de laisser cet enfant à des parents? je pense pas que j'en serais capable parce que beaucoup de choses se nouent pendant la grossesse. Mmh. Je pense qu'il y a une interaction énorme. Le petit fœtus, il ressent tout ce que la maman vit, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ingurgite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se décident à ce moment-là. Je trouve que c'est trop intime en fait pour le faire à la place de quelqu'un d'autre et j'aurais peur d'avoir noué des liens trop forts pour me détacher du jour au lendemain de cet enfant en fait. Je trouve que c'est presque plus intime de porter un enfant par rapport au fait d'avoir un lien génétique. Je comprends totalement. C'est là que vient du coup la logique de la loi française qui veut que finalement le parent social a une supériorité sur le parent biologique au regard de l'anonymat, etc. Comme je te disais, je n'ai aucun lien de parentalité avec les potentiels enfants qui peuvent naître de ces dons. Leurs vrais parents, c'est ceux qui se sont levés la nuit pour les consoler, pour les cajoler quand ils sont malades et leur changer la couche, en fait. C'est leurs vrais parents, mais au même titre que les enfants qui ont été adoptés, en fait. Par contre, on a besoin de connaître ses origines. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Et si l'anonymat est levé, je trouve que c'est pas une mauvaise chose finalement. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois aux personnes qui viennent sur le podcast. Sois sage et parle fort. Qu'est-ce que t'évoque cette phrase et comment est-ce que tu la vis au quotidien? Derrière mon enthousiasme et ma petite voix, j'espère avoir parlé assez fort. Sois sage, non, c'est pas trop pour moi. J'ai longtemps, tout fait pour rentrer dans le rang et taire, ce que je pensais et essayer de m'oublier en pensant que ce serait une bonne chose et en fait, c'est revenu en boomerang plus tard. Je pense qu'il faut pas se taire, surtout pas. Je pense que libérer la parole, sur, tous les sujets, surtout des sujets comme ça qui sont passés, sous silence, c'est hyper important. Ça a plein de vertus, d'informer, de décomplexer, de rendre accessible, et de vulgariser des choses qui apparaissent comme trop compliquées. Je travaille dans la communication, donc pour moi c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est profondément injuste qu'il y ait des gens qui puissent donner la vie si facilement sans la respecter
et d'autres qui crèveraient pour donner la vie et qui la respectent au plus haut point, mais qui ne peuvent pas. Et donc voilà, non, il faut parler et surtout parler fort, en fait. Quand on se rend compte, pour plein d'autres sujets, que parler fort, ça dérange, bah, moi, ça me donne envie encore plus, en fait, de transgresser cet interdit et tu le fais d'ailleurs très bien, sur tous les sujets que tu abordes. Donc non, je pense qu'au contraire, il faut parler pour faire bouger les choses. Il y a que comme ça que la société avancera dans le bon sens. Bah, je te remercie beaucoup pour, ces réponses et ton témoignage. J'avoue que j'aurais pas, imaginé aborder ce sujet parce que finalement on n'y pense pas. On n'y pense pas parce que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment mis sur le devant de la scène et j'estime que si à notre portée, avec cette petite capsule sonore, on peut parler, on va dire, d'un sujet qui peut-être intéressera des femmes de se lancer dans la démarche, bah, je me dis que c'est génial. Je sais pas si je serais prête à le faire, mais en tout cas, l'hypothèse maintenant que tu as émise dans ma tête, bah, c'est peut-être une graine qui germera et ben, j'aime bien dire que Sois sage et parle fort, c'est semer des graines et si jamais ça pousse, ben, tant mieux et sinon, bah, c'est pas grave, ça aura peut-être éveillé des consciences et C'est ça. peut-être que certains hommes qui nous écoutent auront peut-être envie de franchir le pas aussi et ça, c'est super. Donc merci beaucoup Anaïs. Bah, merci à toi et j'espère que oui, ça aura fait du chemin dans l'esprit de certains et surtout parlez-en, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour votre écoute. Je vous donnerai, les informations en description de l'épisode si vous souhaitez, aller, envoyer un petit message à Anaïs, qui se fera Avec sûrement plaisir. un plaisir de voilà, qui se fera sûrement un plaisir de répondre à vos questions et encore une fois, je vous remercie pour votre présence, votre soutien, vos écoutes. Ça me fait toujours énormément plaisir de partager, des épisodes, sur différents sujets. Je trouve que le podcast est une formidable manière de communiquer parce qu'avec la voix, on peut transmettre énormément de choses. Donc pour ça, je vous remercie de continuer à être présent, présente. Je vous souhaite une très 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 belle journée et surtout, surtout, soyez sages un peu, mais parlez fort beaucoup.